Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci d'être au rendez-vous de l'émission Le Monde en 7 ce samedi 4 juin 2022. On va revenir donc sur quelques sujets marquants de l'actualité de la semaine avec deux invités sur le plateau. Zana Sadio Hechou, il est analyste sociopolitique. Bonsoir Zana. Bonsoir Samuel et bonsoir Horus et bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Merci, vous l'avez annoncé, Horus Donkovi, ça fait un moment que je ne l'ai plus reçu. Horus Donkovi, activiste panafricain. Bonsoir Horus. Bonsoir Samuel, bonsoir Sana, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, c'est un plaisir. Voilà, merci, plaisir partagé. On parlera donc de trois sujets. La Côte d'Ivoire, où Charles Blé Goudé tient son ticket retour pour son pays. Nous irons ensuite du côté de l'Union africaine. Le président en exercice, le Sénégalais Macky Sall, a été rassuré après sa rencontre à Sochi avec Vladimir Poutine. Et puis le Togo, on va parler de cette attaque au couteau dans le grand marché de Lomé. Au moins un gendarme y a trouvé la mort et un autre corps habillé blessé. La Côte d'Ivoire, je le disais, c'était notre premier sujet. L'ancien leader des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, détenu à La Haye depuis quelques années, qui a recouvré sa liberté au même moment que l'ancien président Laurent Gbagbo, mais qui, lui, n'est pas encore de retour au pays. Et bien désormais, il tient son document de voyage, son passeport lui a été remis par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire dans le pays. Charles Blé Goudé a remercié les autorités ivoiriennes et dit vouloir rentrer le plus rapidement possible dans son pays. On le sait, l'ancien leader des jeunes patriotes nourrit des ambitions présidentielles. Horus Donkovi, qu'est-ce qu'on peut dire que pour lui, ce n'est que justice de pouvoir enfin obtenir ce sésame de voyage? Oui, je pense qu'il s'agit de justice et que, à l'instar du président Gbagbo, il faut que Charles Blé Goudé puisse rentrer dans son pays. Personnellement, je suis contre les justices qui s'effectuent hors du cadre national. Je suis contre parce que pour moi, lorsqu'on a été à de hautes fonctions, on détient un certain nombre de secrets, un certain nombre d'informations qui sont importantes pour le pays. Et ces informations, pour moi, ne doivent pas sortir. Autre chose aussi, je pense qu'à un moment, il faut mettre les justices africaines à l'épreuve. On a eu le procès d'Hissène-Habré qui a montré qu'on pouvait juger un certain nombre de personnalités sur le continent africain. Je pense que s'il y a des choses à reprocher à M. Gbagbo ou à Charles Blé Goudé, à toute autre personne, ou même à Alassane Ouattara, peut-être après sa présidentialité, il faut qu'on puisse vider les abcès sur le continent, poser les questions des réparations sur le continent, et s'il y a pardon et résilience, mais assumer cela sur le continent. Donc pour moi, oui, il est important que quelqu'un comme Charles Blé Goudé puisse rentrer au pays pour participer à l'effort de réconciliation nationale et pour, comment dirais-je, lui permettre de continuer son parcours d'homme politique. La politique ivoirienne est assez particulière en ce sens que avant, on était beaucoup sur Guillaume Soro. Actuellement, il est moins en ode de sainteté. Et maintenant, on a un nouveau personnage qui va arriver, disons, pas un nouveau personnage, mais on a Charles Blé Goudé qui va réinvestir la politique ivoirienne et qui va nous permettre un peu de voir un peu comment ça se jouera. Va-t-il retrouver le parti de son mentor, qui est Gbagbo, le PPACI? Va-t-il rester à l'écart en observateur? Va-t-il être un peu plus, comment dirais-je, flexible avec le RHDP? Voilà, mettons que ça nous promet de belles perspectives. De belles perspectives. On va revenir en détail sur cela. Zana Sadio, il a fallu qu'il attende quand même plusieurs mois après avoir recouvré la liberté pour qu'il puisse obtenir son passeport. Est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi il n'a pas pu recevoir ce document au même moment que l'ancien président? Avant de répondre à cette préoccupation, il y a d'abord l'opinion émise par M. Horus qui remettait en cause le fait de recourir à des juridictions internationales pour régler nos problèmes en interne. Et je crois que cette leçon, M. Alassane Ouattara, il a bien comprise lorsque on était dans le processus de réconciliation lancé et puis qui
qui a produit de bons résultats. Je parle du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale en Côte d'Ivoire. Et tout d'abord, il y avait eu l'amnistie de Mme Simone Gbagbo, ensuite Laurent Gbagbo qui rentre au pays. Et maintenant, la remise au passeport de, comme on l'appelle, M. Charles Blé Goudé. On peut dire qu'il y a des résultats probants et encourageants qui sont en cours. Et ceci dit, oui, il a attendu pendant longtemps, mais au détour d'une interview accordée à des médias français, il a bien reconnu qu'il y avait des pesanteurs et des contraintes auxquelles le pouvoir devrait tenir compte pour préparer son arrivée et qu'il restait patient et que d'autres ont pu obtenir leur passeport, notamment et son mentor, M. Laurent Gbagbo, et qu'il reste patient. Ceci dit, concernant son avenir politique, il se dit prêt à s'investir dans la réconciliation nationale. Car on va peut-être revenir sur son avenir, mais il y a un aspect que vous avez évoqué. Est-ce que ça veut dire que entre les deux, on considère, j'ai envie de dire, Blé Goudé plus dangereux politiquement aujourd'hui qu'un Laurent Gbagbo qu'on a autorisé à rentrer plus rapidement? On ne peut pas le dire, mais on sait que M. Charles Blé Goudé, il a beaucoup de choses à revendre. Si l'on prend, comme on appelle, les spéculations concernant la limite d'âge à venir ou bien à faire voter par l'Assemblée nationale ivoirienne, on peut considérer que cela ne concernera pas M. Charles Blé Goudé, qui a tout son avenir politique devant lui. Donc, je ne peux pas dire que c'est un danger, c'est l'homme qui fait peur, mais de par son discours, on sait qu'il est devenu plus rassembleur qu'avant. Et il a une vision, je peux dire, panafricaine aujourd'hui, qui est celle, n'est-ce pas, de la promotion de la paix, non seulement à l'échelle nationale dans son pays, dans la Côte d'Ivoire, mais en ce qui concerne toute la sous-région et l'Afrique en général. Donc moi je dis, fort de ceci, que pour le moment il n'a pas encore décliné clairement son avenir politique, ce qu'il compte faire, à part de dire qu'il va œuvrer pour la réconciliation nationale, mais il a toujours clamé qu'il a des aspirations profondes qu'il ne compte pas étouffer. Je me rappelle qu'il y a de cela quelques semaines, sur sa page ou bien sur Twitter, il a laissé comprendre qu'il y avait des intimidations, bien des contraintes qu'on lui tentait de lui imposer avant de lui délivrer son passeport. Mais ceci dit, je vois plus en lui aujourd'hui un homme rassembleur, puisqu'il a toujours dit que s'il est vrai que sa libération aujourd'hui met en joie certains des gens qui le supportent, qu'il reconnaît que c'est un lourd fardeau pour ses détracteurs. Donc, il promeut aujourd'hui une réconciliation à l'échelle nationale pour penser les plaies de la Côte d'Ivoire tout entière. Alors, aujourd'hui, il tient son passeport, mais entre le passeport et le véritable retour au pays, vous pensez qu'il va encore se passer beaucoup de temps? Il y a des choses à discuter, à négocier avec lui? Non, personnellement, non, je ne crois pas qu'il mettra beaucoup de temps. Je pense que la période dont on voulait l'éloigner, elle est passée. Il s'agissait de l'élection présidentielle où on retrouvait, si vous voulez, les caciques de la politique ivoirienne qui s'y affrontaient. Et on sent qu'à cette période donnée, à ce moment donné-là, on n'avait pas envie d'avoir un Charles Blé Goudé ou un Guillaume Soro. Ouais, ou même un Guillaume, oui, tout à fait. Voilà. Tout un Guillaume Soro, parce que après, si vous voulez, quand on prend même les deux personnalités, elles appartiennent quand même à une certaine époque. Ouais. Vous voyez que, alors, vous prenez Guillaume Soro, Ahmed Bakayoko, prenez Blé Goudé, vous êtes à peu près dans la même galaxie. Donc, il a été écarté pendant les périodes fondamentales de l'élection présidentielle passée. On a un nouveau mandat de Alassane Ouattara qui on présume sera le dernier. On a des personnes qui sont, même si elles ont envie de rester dans le giron politique, ont quand même un certain âge. Je pense à M. Laurent Gbagbo, je pense à M. Konan Bédié. Quand vous faites leur âge plus 5 ans, qu'il le veuille ou non, à un moment, il faut passer la main. Et après, quand on prend même le cas de M. Laurent Gbagbo, il se pose la question de Michel Gbagbo, qui est son fils et qui lui aussi a des aspirations qui petit à petit se dessinent. Donc je pense que non, je ne crois pas qu'il mettra beaucoup de temps. Je pense qu'il rentrera très bientôt sur Abidjan. Je pense que les conditions s'y prêtent. On voit que la Côte d'Ivoire est dans une
phase très décontractée, même par rapport aux prochaines échéances. On sent qu'il y a quand même une certaine décontraction, une certaine liberté de parole, liberté d'action, liberté des acteurs, hormis peut-être le décès dernier du président de l'Assemblée nationale, où il y a une joute qui se prépare pour sa succession. Je pense que non, qu'il va rentrer et préparer peut-être les 2-3 années qui viennent en vue d'une potentielle candidature. Alors, on est d'accord qu'aujourd'hui, Charles Blé Goudet est un homme différent de ce qu'il a été dans le passé. Il parle beaucoup de réconciliation. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est juste une posture politique qu'il adopte pour pouvoir faciliter son retour? Je ne peux pas présumer, on ne peut pas présumer à l'avance de sa mauvaise foi. La mauvaise foi ne se présume pas. Donc ceci dit, on attend de voir les actes qu'ils vont poser, mais on est sûr qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il ne posera aucun acte de nouveau qui pourra nous étonner. Mais cela dit, moi je pense que il y a un trio gagnant, notamment lui-même, M. Charles Blé Goudet. Il y a M. Laurent Gbagbo lui-même qui est la locomotive. Et il ne faut pas oublier non plus la dame de fer, Mme Simone Gbagbo. Aujourd'hui, avec le divorce consommé entre les deux époux, Simone et Laurent, on se demande le chemin qu'empruntera Charles Blé Goudet à son retour. Avec qui va-t-il être? Est-ce qu'il va être toujours du côté de M. Laurent Gbagbo? Est-ce qu'il va faire son chemin avec Mme Simone, ou bien va-t-il prendre sa route et de pèlerinage lui seul? C'est autant de questions qui auront réponse lorsque l'intéressé lui-même sera au retour dans son pays. Mais cela dit, il faut reconnaître que même s'il obtient son passeport aujourd'hui, il va falloir que son retour puisse être organisé, ne serait-ce que pour la question de sa sécurité personnelle. Et c'est vrai qu'il y aura des liesses, comme on l'a vu pour Laurent Gbagbo. Il faudra prévoir un dispositif sécuritaire digne de ce nom. Peut-être on pourrait assister à ce qu'on a vu à la veille de la rentrée de M. Laurent Gbagbo, où un certain regroupement de victimes de la crise ivoirienne post-électorale on se sont systématiquement levés pour s'indigner de son retour en Côte d'Ivoire. Donc c'est autant de paramètres que les autorités ivoiriennes devront prendre en compte pour faciliter son retour et pour faciliter le processus de paix et de réconciliation pour la cohésion nationale de la Côte d'Ivoire. Alors, le gros chantier, donc, pour lui, s'il revient au pays, c'est donc la réconciliation. Il a dit lui-même, il va travailler sur cela sans oublier ses ambitions. Mais bon, la question que je me pose, qu'est-ce qu'on met dans ce chantier de réconciliation, en fait? C'est un gros chantier. C'est un gros chantier parce qu'il y a des populations qui n'ont pas oublié. On se souvient du déplacement de Laurent Gbagbo en pays oué, je pense, où c'était très agité, notamment à cause des questions de commémoration du massacre et ainsi de suite. Donc, mettons qu'il va falloir rassembler les gens au-delà d'une histoire qui n'est pas totalement avouée, qui divise, et au-delà d'une portion des élites de la politique ivoirienne qui, elles, n'ont pas répondu de leurs actes. Ça va être un peu ça le gros souci. En dehors de cela, je pense que M. Blé Goudet, lorsqu'il rentre à Abidjan, va se retrouver quand même avec des concurrents dont on n'avait pas le loisir de le voir affronter avant, en tout cas d'un point de vue médiatique. Parce que maintenant, lorsque vous prenez les candidats déclarés en griffe pour une potentielle présidence, vous avez quand même des personnalités qui commencent à émerger, comme Amadou Koulibaly, je pense, si c'est ça le jeune porte-parole. Le parti leader, il me semble. Voilà, non, du RDR, je pense, qui émerge. Vous avez Big Togo, Adama Big Togo, qui président de l'Assemblée nationale. l'Assemblée nationale, qui petit à petit, on sent quand même qui revendique et qui est d'ailleurs un transfuge du PDCI. Oui. Donc, bon, vous voyez qu'il y a de nouveaux acteurs qui petit à petit, vous avez, je pense, le frère du président Ouattara, qui est ministre de la Défense, qui est plutôt discret. Voilà, qui est discret, mais à qui on soupçonne d'avoir certaines envies. Vous avez même, je dirais, le Premier ministre qui peut ne pas être écarté aussi, Patrick Hachi. Donc,
Sans oublier le vice-président. Le vice-président, par contre, le nom m'échappe. Oui, le nouveau vice-président. qui est particulièrement discret. Oui, Voilà, qui est particulièrement discret. Donc, quand on voit tous ces acteurs, on voit un Blé Goudé qui arrive, qui se part de la cape de celui qui veut réconcilier, en ayant eu quand même une stature, disons, une posture avant qui était celle de quelqu'un d'assez radical. Oui. Donc, est-ce qu'il a changé fondamentalement la prison, la traversée du désert? Vous pensez que ça l'a transformé? je me dis oui, je pense qu'être enfermé en Bastille, loin de chez soi, loin de la famille, en courant le risque d'être enfermé à vie, ça doit changer un homme. Je revois encore les déclarations de Charles Blé Goudé à La Haye. On voit tout, on voit si vous voulez, on voit une étape que je qualifierais d'étape chrysalide, c'est-à-dire le monsieur harangueur de foule, ministre de la jeunesse, qui a la capacité de rassembler les gens, et le personnage fin dans ses propos, fin dans ses recherches que l'on retrouve à La Haye, et qui devient carrément, qui amorce une carrure d'homme politique présidentiable, ce qui n'était peut-être pas quand il était ministre de la jeunesse. Donc on voit une évolution du personnage, que ce soit dans le discours, dans la démarche, dans les propos, et même dans le rapport aux gens. Il n'y a plus d'invective, il y a beaucoup de recul. On n'aurait pas imaginé un Charles Blé Goudé il y a de cela, mettons, 10-15 ans, en train de remercier Alassane Ouattara pour l'intervention pour son passeport. Il aurait estimé que c'est un dû parce qu'il est citoyen ivoirien. Donc il y a une posture qui a changé, il y a quand même, je pense, un personnage qui a changé. Maintenant, mais il va rentrer dans une Côte d'Ivoire qui, en apparence, est réconciliée, mais qui garde des balafres de son passif. Donc, il y a des plaies qui sont voilà, il n'y a pas longtemps, je pense, il y a de cela une semaine, par exemple, pour un problème foncier, un chef traditionnel a été abattu à coups de machette, alors qu'il était accompagné de policiers et ainsi de suite. Donc ça vous laisse une idée de les frustrations latentes des populations. Et puis après, il y a des petites choses, des petites pépites. Quand on prend par exemple le dernier album de Yodé et Siro, ça peut sembler anodin, mais quand vous avez un titre de cet album... Je ne l'ai pas encore écouté. Ça, voilà, ah bon? Ah oui, en retard sur l'actualité. Je ne suis pas très musicophile, donc... Quand par exemple vous avez des morceaux qui vont spécifier l'avantage d'une ethnie sur une autre quand il s'agit de déposer des dossiers, de l'emploi, la sécurité. Donc vous voyez, il y a encore des petits démons qui minent la société. Encore des petits démons qui minent la société. Et mettons que tant qu'il y a les classiques de la politique ivoirienne, tout le monde est devant une certaine posture de respect, qu'on appelle une posture soumise, une posture... Mais quand il va émerger, ces nouveaux leaders que sont Blé Goudé, on peut parler de Mamadou Kimbali, Big Togo, et ainsi de suite, la posture des populations peut être tout à fait différente. Finalement, quels sont, si on doit imaginer un peu les rapports entre lui et son ancien mentor, ou je ne sais pas s'il reste toujours son mentor, est-ce que ces rapports sont toujours cordiaux? Parce que il a fait une publication la dernière fois qui a interrogé beaucoup de personnes. On s'est demandé de qui parle Charles Blé Goudé en disant que toi, tu as eu ton passeport, tu es retourné au pays. Enfin, il y a eu des allusions, on se demande, est-ce que le torchon brûle entre les deux? Vous savez, comme l'a si bien dit M. Donkovi, depuis qu'il a été incarcéré, M. Charles Blé Goudé adopte un style plus diplomatique et plus réservé. Certes, il a tenu ses propos qui laissent à penser qu'il s'agit de M. Laurent Gbagbo, mais en réalité, il y a plusieurs personnes qui vivent en exil, loin de la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas pour rien que le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a été mis sur pied. Ils ne sont pas les seuls. C'est vrai qu'ils sont les plus médiatisés, mais il y a beaucoup d'Ivoiriens qui vivent loin de leur pays, ne serait-ce que le Togo. Au Togo, il y en a plusieurs. C'est vrai que
le camp de Novella Star ou bien Oui. des Ivoiriens, bon, Ave Pozo, il a été fermé. Il ne reste que ceux qui ont vraiment eu des implantations sur place. Donc, ceci dit, on ne peut pas dire qu'il s'agit nommément de M. Laurent Gbagbo. Donc, on va attendre le retour sur la scène politique ivoirienne et voir les pas et les actes que ce dernier vont accomplir pour que nous soyons plus édifiés. Mais cela dit, moi, j'estime que aujourd'hui, c'est une bonne chose de le voir remercier le président Alassane Ouattara. C'est une bonne chose de le voir poser devant le portrait de M. Alassane Ouattara. Et moi, je pense que ce sont des signaux qui nous montrent vraiment que le monsieur, l'homme, il s'engage vers la réconciliation de son pays. Et sincère, moi c'est l'aspect là m'intéresse parce que avec les politiques il faut s'attendre à tout. Je suis d'accord avec vous, mais on ne peut pas pour le moment remettre en question sa sincérité. Nous aurons l'occasion de l'apprécier par les actes qu'il posera lorsqu'il sera sur le territoire ivoirien. D'accord. Deuxième sujet, on va passer maintenant du côté de l'Union africaine. Le président en exercice, le Sénégalais Macky Sall, a rencontré le président russe Vladimir Poutine. Vous le savez, la Russie et l'Ukraine s'affrontent depuis plus de 100 jours maintenant. Je pense qu'on doit être à 101 ou 102 jours de conflit ou de guerre, c'est selon. Qui a des conséquences, ce conflit a des conséquences, et bien sur toute la planète. L'Afrique le ressent justement. L'Afrique qui est très dépendante du blé produit au niveau de l'Ukraine et de la Russie. Les deux pays sont les premiers producteurs mondiaux. L'objectif donc de ce déplacement pour le président Macky Sall était de convaincre le président russe de pouvoir ouvrir le couloir pour que justement le blé puisse être disponible sur le marché. Certains en Afrique crient haro sur le baudet, comment tout un continent ne peut pas trouver des alternatives ou du moins cultiver le blé et aller supplier la Russie pour ce faire. On va écouter le président Macky Sall à l'issue de son entretien avec Vladimir Poutine. C'est au nom de tous ces espoirs que je suis venu vous voir pour demander de prendre conscience que nos pays, même s'ils sont éloignés du théâtre, sont des victimes de cette crise au plan économique. Il faut que nous travaillions ensemble sur les deux registres pour que tout ce qui concerne déjà le volet alimentaire, céréales, engrais soit vraiment hors de sanction. Le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, qui était donc accompagné pour l'occasion du président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Zana Sadio Hetou, ce déplacement de Macky Sall pour jouer cette mission de bons offices, vous pensez que c'était important dans le contexte actuel? Vous avez vu le prix du blé qui a flambé, le pain, soit il s'est ramougri, ou bien le prix a augmenté. Il fallait le faire? Moi, sincèrement, cela fait pitié. Cela fait pitié, d'autant plus que quand ce sont d'autres personnes qui disent que l'Afrique n'est pas suffisamment rentrée dans l'histoire, cela produit un tollé. Mais nous avons les signes qui nous prouvent vraiment que nous ne sommes pas encore rentrés dans l'histoire de ce monde. En 2018, le président russe, M. Vladimir Poutine, il se réjouissait que la Russie que l'agriculture russe soit devenue la locomotive de leur économie. La raison est simple, parce que en 2014, suite à l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée, le pays a été sous sanction occidentale, aussi bien les Européens que les Américains, qui ont refusé d'exporter vers la Russie les produits alimentaires. Et donc, ils ont entamé une réforme profonde de leur agriculture. Ce qui fait que lorsque vous prenez la production de blé de la Russie entre 2000 plutôt, et 2018, cela a doublé. Cela a doublé. Si je donne cet exemple, c'est pour dire que lorsque il était question d'embargo
contre la Russie n'est pas allée supplier les Occidentaux, ni les Américains. Exactement. Ils ont trouvé des alternatives en interne. Voilà maintenant, nous, pays africains, qui proclamons à longueur de journée notre fierté, nous allons, alors que nous avons des terres cultivables, inexploitées, où des jeunes gens sont capables de produire du pain à partir des céréales locales, nous allons, au lieu de transformer fondamentalement notre agriculture pour qu'elle soit au service des besoins locaux, nous allons supplier des gens pour ouvrir les vannes des blés de la Russie et de l'Ukraine. Quelle est l'image que nous donnons de nous-mêmes? Je vais donner le deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est de voir certains qui sont en train d'applaudir pour dire oui, c'est une bonne chose. Certains s'en vont jusqu'à mettre en exergue la table longue autour de laquelle M. Poutine s'entretenait avec les dirigeants occidentaux. Et on peut dire la petite table pour dire que oui, ils sont fiers. Non, moi je n'ai aucune raison d'être fier. Vous avez la Russie qui produit le pétrole. En même temps, nous avons les cours de pétrole qui flambent. Et nous avons au moins comment on appelle, le soleil chez nous, peut-être 300 jours sur 360. Et nous ne réfléchissons pas à comment industrialiser l'énergie solaire. Et nous allons chaque temps supplier pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour nous concernant les produits pétroliers, etc., etc. Qu'est-ce qui nous coûte? Qu'est-ce que coûte à nos institutions régionales, que j'appelle la CEDEAO, que j'appelle l'Union africaine, à créer des centres de recherche scientifique pour la production, l'industrialisation de la production de l'énergie solaire? Mais on est où là? On est où? Quand est-ce que l'Afrique va amorcer ce décollage qui va commencer par une réflexion, il faut une réflexion des mentalités d'abord. Moi, ce à quoi j'assiste, je suis vraiment attristé. Parce que je vois que nous ne sommes pas vraiment à la hauteur des enjeux qui se posent à nous dans le monde contemporain. Est-ce que c'est la même réaction pour vous? La mission de Macky Sall montre toute la vulnérabilité de l'Afrique, ou bien c'était une mission dans le contexte actuel qu'il fallait mener, parce qu'on sent que du côté des populations africaines, ça grogne? Bon, moi je partage tout à fait l'avis d'Oksana. On est dans le comble du ridicule en fait. Parce que, alors déjà il a mentionné beaucoup d'aspects, mais après, dès le début de la crise, il y a eu un genre de jeu un peu poker-menteur, où on a le président ukrainien qui, comme par hasard, s'aperçoit que il y a un continent africain à mettre de son côté. Maintenant, on a le président Macky Sall qui, on nous a dit qu'il y a embargo, patati patata, lui c'est lui qui est en Russie. Je pense qu'à un moment, il faut arrêter. Et je pense qu'à un moment, en tant qu'Africain, il faut pouvoir accepter d'avoir un miroir en face de soi. Il n'y a aucune raison que, pour moi, que le gouvernement, par exemple, sénégalais subventionne le blé exporté au détriment de... Blé importé, vous voulez dire? Excusez-moi, de blé importé au détriment de cultures qui sont locales et qui ont besoin de financement. C'est ce que vous venez de dire, mais ça a été précisé. On dit il faut soutenir les économies faibles. Le problème, moi, ce qui me gêne, c'est que en termes de comment dirais-je, de capacité pour le continent africain de subvenir à ses besoins, qu'est-ce qui est le plus pertinent? Faire une visite en Russie ou faire une visite au Congo? Parce que le Congo a des terres. Le Congo va amorcer de nouveaux puits de pétrole. Qu'est-ce qui est le plus stratégiquement possible? Comment dirais-je, faire un certain type de réorientation pour amorcer une offensive agricole et ainsi de suite, ou bien se lever pour encore aller commander? Là, en l'occurrence, on parle de blé, on parle d'engrais. Les engrais, je me rappelle qu'il y avait eu cette polémique un peu à Lomé à un moment, parce que on s'étonnait que le Togo soit un des grands producteurs de phosphate, mais n'ait pas d'usine d'engrais. Alors que, paradoxalement, on utilise le phosphate pour faire des engrais. Mais voici, peut-être que le Togo n'arrive pas à avoir son usine d'engrais parce que justement, elle a besoin de financement pour en créer. Si le Togo peut créer, si les États africains peuvent coaliser afin de faire une usine panafricaine d'engrais, ben, il faut poser la question.
On ne va pas attendre l'Union européenne, les Américains ou la Russie ou la Chine pour venir installer une usine d'engrais sur le territoire. Mais peut-être pour certains, à la décharge de Macky Sall, je le rappelais, il y a une urgence aujourd'hui à laquelle il faut parer. Non, il faut faire attention. Parce que moi, je trouve que ces derniers temps, depuis un certain nombre d'années, je dirais même depuis toujours, on est devant un soft power agressif. Une communication qui tente à nous faire comprendre que nous sommes des Africains incapables. La vérité, c'est que s'il n'y a pas de pain, je donne un exemple, si demain, je ne sais pas, les boulangers au Togo font grève et ne sortent pas de pain, très sincèrement, il faudrait qu'on nous montre la personne qui va crever de faim ce jour-là. On ne va pas mourir de faim parce qu'on n'a pas mangé le pain. Ce qui va se passer, c'est que... Ce n'est pas notre aliment de base. C'est ça. Vous allez voir des personnes, comme c'est déjà arrivé dans ce pays, réorienter leur alimentation. C'est ce que vous allez voir. Vous allez voir des personnes réorienter leur alimentation. Si le maïs coûte cher, ils vont faire la pâte de mil. Si le mil coûte cher, ils vont faire fonio. Si le fonio coûte cher, ils y feront igname. Et ainsi de suite. Maintenant, il faut donner la possibilité aux gens de réorienter leur alimentation parce que on se plaint d'une céréale qui a été imposée dans le sang. C'est de cela qu'il s'agit. On se plaint du blé qu'on a imposé dans le sang. Et le malheur du blé, c'est quoi? C'est que le maïs, s'il a été introduit, le maïs a été récupéré par les populations. Donc, on a la pâte de maïs, on a plusieurs, le pain de maïs, ainsi de suite. On a beaucoup de choses qui se font avec le maïs, à base de maïs. Mais l'avantage, c'est que ce maïs, nous le produisons. Nous produisons du riz. Mais le blé, nous ne le produisons pas. Et nous sommes à chaque fois, on parle d'États africains qui subventionnent. Mais pourquoi subventionner le blé quand il y a des céréales qui sont locales, qui sont actuelles, et qui, l'ironie du sort, je dirais même que c'est la chose la plus violente, sont plus nutritifs que le blé qui est exporté. Le mil, le sorgho, le fonio sont plus nutritifs. Le niébé est plus nutritif. Pour nourrir les bébés actuellement, on fait des farines mixtes. Parce qu'on s'aperçoit que c'est plus nutritif. Mais pourquoi si le blé ne nous sied pas, ben il faut rien. Le pain de maïs existe. Oui, pain de maïs, pain de manioc. Ça existe. Il faut réorienter, il faut que les gens puissent assumer, ok d'accord, le jour où nous produisons du blé, nous ferons du pain de blé. Pour l'instant, nous n'en produisons pas. Produisons ce que nous pouvons produire et réorientons notre alimentation. Alors, Macky Sall, lui, quand même, il est sorti rassuré. Hein, c'est ce qu'on dit de la rencontre avec Vladimir Poutine. Moi, je l'ai même écouté dans l'entretien. Il a commencé ses propos en disant au président Vladimir Poutine, malgré les pressions exercées sur nos États, nous n'avons pas voté la résolution condamnant la Russie dans la guerre. On sait sur quelle fibre il voulait jouer avec Poutine. Vous pensez finalement que Poutine il a compris que je vais aider, on est toujours à ce niveau-là, le continent à faire face à cette crise du blé? Peut-être s'il le dit ainsi ou bien le pense ainsi, c'est de l'hypocrisie. Le terme approprié, c'est de dire qu'il est en train de nous esclavagiser. Parce que je ne suis pas d'accord avec cette affirmation qui consiste à dire que l'exécutif est là pour gérer les urgences. C'est ça le piège de la manipulation des consciences. Parce que jusqu'à quand on va s'asseoir pour jeter les bases du bonheur des générations futures? À chaque moment, on est en train de gérer des urgences pour la plus simple raison que notre configuration politique fait que le temps de l'action nécessaire pour faire ces réformes prend plus de 5 ans. Alors que le monsieur Macky Sall, il a à se faire réélire peut-être dans 5 ans, ou bien il a en principe, c'est son dernier. Oui, je complète en disant, ou bien il a intérêt à faire maintenir son parti au sein du pouvoir. Donc, les gens sont là, ils sont en train de gérer les circonstances au lieu d'avoir une stratégie long-termiste. C'est ça le vrai problème, le piège démocratique dans lequel nous sommes. Les décisions douloureuses que nous devons prendre aujourd'hui prennent plus de 5 ans, voire 10 ans. C'est-à-dire plus d'un mandat, plus de 2 mandats présidentiels. Alors que nous élisons des présidents dont nous attendons des résultats dans 5 ans. Donc aucun d'entre eux n'est si courageux pour faire souffrir la population parce qu'ils savent que peut-être c'est une révolution. C'est des réformes qui vont être impopulaires, donc naturellement. Voilà, donc c'est le piège dans lequel nous sommes. Alors que eux
ces pays occidentaux, ils ont pu asseoir les bases de leur économie quand il n'y avait pas ces problèmes, excusez-moi, de démocratie. Oui, parce que des décisions douloureuses, il faut les imposer avec une forme de dictature éclairée. Et vous voyez que ce que fait M. Kagame au Rwanda, mais ça lui réussit à merveille. Son bilan économique, social, ben, on n'en parle pas. On peut dire que, oui, côté politique, bon, mais les gens ne vivent pas de la politique. Les gens vivent de l'économie, les gens vivent du social. Et moi, c'est ce qui est déplorable aujourd'hui. Jusqu'à quand on va continuer par gérer les urgences et à partir de quel moment on va commencer par penser aux générations futures? C'est toute la question, oui. Je pense que le problème des politiques africains, c'est qu'ils sont très souvent en retard sur les populations. Je m'explique. Si par exemple je prends le cas du Togo, les oranges que nous avons, elles nous viennent du Bénin. Les oignons nous viennent du Niger. Le Niger alimente le Nigeria. Les tomates du Burkina. C'est-à-dire, les populations sont en avance sur un certain nombre de concepts politiques. Là où le bas blesse, c'est que justement, on se serait attendu à ce que les politiques encouragent ce que les populations font, dans le sens où elles vont organiser les circuits, où elles vont augmenter la productivité, le conditionnement, la transformation et ainsi de suite. Mais c'est pas ce qui se passe parce qu'on reste sur quelque chose de très, comment dirais-je, de très artisanal, de très traditionnel, voilà. Et maintenant, pendant ce temps-là, ben, vous allez avoir des conglomérats qui, eux, vont investir en Afrique. Par exemple, actuellement, vous avez Auchan qui veut ouvrir des lignes de magasins sur toute la Côte d'Ivoire. C'est étonnant. On a des entrepreneurs africains qui font de belles choses et qui ont seulement besoin que leur circuit soit organisé. Au-delà de ça, c'est vrai que, par exemple, il y a le gros débat du bilan de nos démocraties. Le problème avec les exemples souvent que l'on énonce, c'est qu'ils sont très beaux. Mais ils sont très beaux jusqu'au moment où on s'interroge au financement et au conglomérat qui protège la personne que l'on met en exergue. Paul Kagame, à cause de son parcours, est effectivement quelqu'un qui, à mon sens, a de la projection pour son pays, sinon son pays ne serait pas ce qu'il est. Oui. Mais il lui reste le défi de la transmission du pouvoir et d'une démocratisation effective dans son pays. Pourquoi? Parce que s'il ne le fait pas, il va se retrouver un peu comme ce qu'on a eu pu assister par exemple en Côte d'Ivoire, où Oufoué, en politicien habile, a su profiter de ses relations avec l'ancien pays colonial, a su profiter de sa friction avec la Guinée, où on a eu par exemple le Togo qui a su profiter d'un certain nombre de comparaisons avec le Bénin qui était marxiste avec Kérékou, où on a eu le Bongo qui a eu beaucoup plus de financement à une époque parce que le Congo était beaucoup plus marxiste. Donc on a un jeu si vous voulez, des puissances qui s'arc-boutent sur des financements, sur des conglomérats, sur des banques et ainsi de suite. Quand ça avantage leur intérêt. Quand ça avantage leur intérêt, qui vont booster une économie et après la lâcher lorsque le politique en lui-même, l'homme politique ne sert plus les causes. Donc pour moi, c'est vraiment l'idée, c'est-à-dire le retard des hommes politiques sur la projection que peuvent avoir les masses, qui est vraiment le crime. Là où on parle par exemple de pouvoir augmenter le trafic entre le Mali et le Sénégal, entre le Mali et la Guinée, là où on a parlé par exemple au Togo d'un corridor qui doit partir du Nigeria jusqu'à Abidjan, là où les populations déjà, si je prends par exemple le cas du Togo, où les populations déjà travaillent parfois à Accra, résident à Lomé, font du business à Cotonou, vont de temps en temps à Ouaga, et que justement ces populations ont besoin qu'on leur mette des infrastructures, qu'on leur permette des facilités aux frontières, qu'on leur permette de pouvoir, je vais donner un exemple, peut-être je vais m'arrêter sur celui-ci, mais celui qui plante l'oignon au Niger et qui arrive à desservir une partie de la région a peut-être besoin d'une recapitalisation où des fonds du Togo, des fonds du Ghana, des fonds de la Côte d'Ivoire vont alimenter son entreprise. On ne parle pas de ces questionnements-là. Par contre,
ceux qu'on invite à venir investir en Afrique, ben, ils ont exactement ce même système-là. Oui. C'est-à-dire, Oui. il va vouloir investir, comment on appelle en Afrique, et il va avoir des financements de telle banque, tel conglomérat, tel appui de... La preuve, prenez par exemple la question du port, mais on est passé de, comment dirais-je, d'un armateur, comment on appelle, français à un armateur italo-suisse. Oui. Pourquoi n'a-t-on pas d'armateur africain sur une côte qui séculairement connaît la pêche, connaît les échanges, connaît... Comment cela se fait-il? La question. Permettez qu'on puisse rendre l'antenne pour le journal. Ça va durer une dizaine de minutes et on revient tout de suite pour poursuivre le débat.